Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, nous voici assez rapidement arrivés à notre troisième séance de révision qui s'intéresse au diagramme binaire liquide-solide. Alors, comme d'habitude, je vais diviser cette séance en deux parties. Chaque partie concernera un des problèmes que je vous avais proposés. Alors, nous allons commencer par le premier qui concerne le concours MP 2009. Et à chaque fois, bien sûr, que nous répondrons aux questions, nous nous arrêterons aux difficultés que vous m'avez soulevées, bien sûr, dans vos commentaires. Alors, je commence donc par ce diagramme binaire liquide-solide, vanadium-zirconium. Et même si cela n'a pas été demandé dans ce concours, nous allons ensemble l'indexer en entier. Je vais vous montrer comment on indexe correctement un diagramme, aussi complexe soit-il, parce que si vous faites une bonne indexation, tout le reste du problème ne vous posera aucun souci. D'accord? Mais si vous vous trompez dans la désignation de vos domaines, etc., eh bien, vous allez avoir du souci après pour répondre aux questions. Alors, je vais commencer par les corps purs. D'accord? Donc, on va regarder le changement d'état des corps purs. On commence toujours avec les corps purs pour voir ce qui se passe avec nos corps purs. Donc, où se trouve le changement d'état des corps purs dans un diagramme binaire? Il se trouve au niveau des verticales. Ceci concerne le vanadium, ceci concerne le zirconium. Vous avez une troisième verticale qui concerne un composé intermédiaire entre les deux. Nous y reviendrons dans la deuxième partie. Je m'y arrêterai pour la deuxième partie de cette séance de révision. Alors, le vanadium, bien sûr, c'est un diagramme binaire liquide-solide. C'est la variation de température qui nous intéresse ici. Donc, les liquides sont en haut et les solides sont en bas. Donc, ici, vous avez du vanadium solide que nous allons chauffer. Donc rien, on ne rencontre aucun obstacle, ici, aucune courbe, rien du tout, aucun point. Nous chauffons jusqu'à rencontrer un premier obstacle à 2183. Donc vous avez du vanadium solide, et qu'est-ce qui se passe? À chaque obstacle signifie un changement d'état. Et quel est ce changement d'état? Ici, c'est pas sorcier. Donc, ça ne peut être que la température de fusion de votre vanadium. Vous avez sûrement, au-delà de ce point, du vanadium liquide. Bien. Faisons la même chose pour le zirconium. Alors, nous avons du zirconium solide, nous chauffons. Alors attention, quand vous avez un palier dans un diagramme binaire, que ce palier, on a l'impression qu'il frappe ou qu'il tape dans votre verticale, eh bien non, il ne concerne jamais les corps purs. Les paliers ne concernent pas les corps purs, c'est-à-dire que ce point-là n'est pas un obstacle, c'est pas un changement d'état pour le corps pur. Donc, et c'est valable pour tous les paliers. Donc, ces paliers ne concernent pas les corps purs. Donc, vous avez toujours de votre zirconium solide, et là, on rencontre un premier obstacle. D'accord? Un premier obstacle à 1136. Le problème avec ce zirconium, c'est que nous avons aussi un deuxième obstacle. Vous en avez deux. Alors, si ce premier obstacle concerne un changement d'état du zirconium solide en liquide, alors que peut être ce deuxième obstacle? Que peut être cette deuxième température? Donc forcément, cette première température est un changement d'état, bien sûr, puisque c'est un obstacle qu'on vient de rencontrer, d'accord? Mais c'est un changement, donc le plus simple, ça serait, oui, de regarder le changement d'état évident, qui est une température de fusion ici. On a compris qu'au-delà, c'était du zirconium liquide, et donc, que peut être ce changement d'état, ce premier changement d'état? Eh bien, ça ne peut être qu'une température de transition allotropique ou de transformation allotropique. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez là une première forme de zirconium solide qu'on va appeler
alpha, que vous pouvez nommer bêta, gamma, tout ce que vous voulez, mais bon, logiquement, on va l'appeler une première forme alpha. Et à partir de là, vous avez une transformation allotropique du zirconium alpha en une autre forme solide, le zirconium bêta. Alors, vous connaissez une transition allotropique, c'est le carbone, carbone-diamant, carbone-graphite. On aurait tout à fait pu parler de carbone alpha et de carbone bêta. D'ailleurs, il y a d'autres types de carbone, des carbones gamma, etc. Donc ici, c'est alpha, bêta. Si on regarde du point de vue cristallographique, eh bien, on va voir que ces deux formes sont différentes par leur état cristallographique uniquement. D'accord? Et bien sûr, au-delà des températures de fusion, eh bien, vous avez tout simplement vos liquides, donc le vanadium liquide et bien sûr le zirconium liquide. Voici en ce qui concerne les corpus. Maintenant, regardons pour toutes les compositions strictement comprises entre 0 et 1, c'est-à-dire pour les mélanges binaires. Alors, comment est-ce qu'on procède? On procède par le plus simple, c'est-à-dire le plus simple, c'est que vous avez une seule phase liquide. Je vous rappelle que dans les diagrammes binaires liquide-solide, dans le programme, on considérera toujours les liquides comme étant totalement miscibles. D'accord? Alors, et puis ces données, dans les données du problème, on vous l'a indiqué. Donc ici, vous avez un liquide. Et la première courbe que vous rencontrez en refroidissant, première courbe, le premier obstacle, c'est le liquidus. Si vous donc marquez le liquidus, vous avez fait la moitié du travail. Pourquoi? Parce que premièrement, vous allez observer la forme du liquidus. Alors, nous avons le liquidus, donc qui ici par exemple décroît, cette courbe, puis vous remarquez un changement de pente dans la courbe. Ce changement de pente correspond à un point péritectique qui donne lieu à tout un palier. Ensuite, si vous continuez, vous allez voir que vous avez un autre changement de forme de ce liquidus, mais cette fois-ci, ce n'est pas un changement de pente, mais c'est un changement de direction. Vous descendiez, vous remontez. Le changement de direction marque la présence d'un eutectique avec son palier. Donc, pour tous ceux qui se demandent comment je peux faire la différence entre les deux, c'est très simple. Vous prenez votre liquidus, si vous voyez un changement de courbure, c'est un péritectique, un changement carrément de direction, c'est un eutectique. Quand on va en dessous de ce liquidus, donc nous sommes dans des domaines biphasiques. Et ce domaine biphasique, bien sûr, c'est votre liquide, puisque vous avez toujours ici un liquidus, plus un solide. La question qu'on se pose, c'est quel type de solide? Eh bien, pour répondre à cette question, c'est très simple. Prenez un point ici imaginaire. Donc, bien sûr, là, vous avez le liquide, donc je prends un point, donc dans le domaine biphasique, et je vais faire des projections horizontales pour déterminer la présence de mes phases. Donc, si je fais une projection, bien sûr, je tombe sur le liquidus, donc il y a du liquide ici. Je fais ma projection dans l'autre sens, je t'enroube sur une courbe qui ne peut correspondre qu'au solide. D'accord? Et est-ce que c'est un solide pur? Non, s'il était pur, je serais tombée sur la verticale du vanadium. Donc ce n'est pas un solide pur, mais c'est un solide riche en vanadium, puisque je suis dans le côté du vanadium. Et c'est ce qu'on appelle ici, bien sûr, le solidus. Donc ce domaine-là, c'est très simple, il est constitué du liquide et d'une solution solide riche en vanadium, ou solution solide de zirconium dans le vanadium, pour dire que le vanadium est majoritaire, c'est le solvant si vous voulez. On fait la même chose de ce côté-ci, donc de la même manière, je tombe sur un solidus, et ce solidus, ce n'est pas un, donc il correspond
à une solution riche de quoi? Eh bien, vous êtes du côté du zirconium, donc c'est une solution riche en zirconium ou solution solide de vanadium dans le zirconium. Vous avez un autre domaine aussi, ici, tout petit. Donc si vous mettez votre poing, vous tombez sur le liquide, le liquidus. Donc ici, vous avez du liquide. Si vous regardez de l'autre côté, vous tombez sur quoi? Sur le composé, donc intermédiaire, C1, qui est un solide. Donc, bien sûr, ce domaine 3, c'est très simple aussi, c'est le liquide plus ce solide C1. Alors, le domaine 2, donc, il n'est pas compris entre deux courbes, donc c'est un domaine monophasique, bien sûr. Vous êtes en dessous, il n'y a plus de liquidus ici, hein, donc vous êtes en dessous du solidus, donc c'est un solide, il n'est pas pur, mais il est riche, bien sûr, en vanadium, c'est votre fameux solide riche en vanadium. De ce côté-ci, vous avez exactement la même chose, c'est le solide riche en zirconium. Donc, à partir de là, tous les domaines que vous avez ici, qui sont des domaines biphasiques, puisque vous êtes coincés entre deux des courbes, hein, et vous êtes loin du liquidus, donc il n'y a plus de liquide. Vous faites exactement la même chose, vous mettez un point, vous vous projetez, hop, vous avez C1 de ce côté-ci, et si vous vous projetez de l'autre côté, eh bien vous avez quoi? Vous avez le solide riche en vanadium. Donc, qu'est-ce que c'est que cette courbe? Cette courbe, c'est une courbe frontière entre des solides. D'accord? Et les courbes frontières entre des solides, ça s'appelle la courbe de solubilité solide-solide ou courbe de miscibilité solide-solide. Donc, attention, liquidus, solidus, c'est des courbes frontières. L'un, il délimite le domaine monophasique liquide du biphasique, et l'autre, il délimite le domaine monophasique solide de biphasique. Et à partir de là, dès que vous n'avez plus de liquide, eh bien, il s'agit de courbes de miscibilité solide-solide. Donc, je regarde ici, c'est la même chose. Donc, vous vous projetez, vous vous retrouvez sur C1, et de ce côté-ci, vous vous projetez, vous vous retrouvez dans la solution solide de zirconium. C'est aussi donc une courbe de miscibilité solide-solide. Ensuite, on détermine aussi ce domaine-là. Donc, vous vous projetez, vous vous retrouvez où ça? Eh bien, là, vous êtes sur un corps pur. D'accord? Donc, un corps pur, c'est-à-dire, c'est le zirconium. Et comme on a deux formes, ici, c'est le zirconium alpha. Et de ce côté-ci, c'est le composé, donc intermédiaire. Vous avez le zirconium alpha et le composé intermédiaire. Alors, pour l'indexation, je vais m'arrêter là. Même si ce domaine-là, vous pouvez tout à fait l'indexer. Hein, donc, vous vous projetez, vous vous trouvez sur le zirconium alpha, d'accord. Mais cette fois-ci, ici, vous vous retrouvez avec le zirconium ou bien la solution riche en zirconium. Donc, je vais vous dire après pourquoi je ne l'ai pas, indexé, justement. Donc, on le verra tout à l'heure. Bien, alors, pour l'histoire de la miscibilité. Est-ce que le zirconium est miscible dans le vanadium? Dans le vanadium. Donc le solvant, c'est le vanadium. Vous devez vous retrouver dans la zone du vanadium. Donc si vous avez du vanadium pur et que vous lui rajoutez du zirconium, d'accord? Alors, c'est de la miscibilité solide-solide. Donc vous avez du vanadium solide et on va dire qu'on va lui rajouter du zirconium solide. Or, je sais que le zirconium solide est sous deux formes. Donc si vous êtes en dessous de 1136, hein, c'est le zirconium alpha. Donc si j'ai du vanadium pur et que je rajoute du zirconium alpha, vous voyez que vous avez des solutions riches en vanadium. Ça veut dire que le zirconium alpha est miscible dans le vanadium. Il l'est partiellement parce qu'on rencontre une courbe de miscibilité. À un certain moment, il y a une espèce de saturation et une non-miscibilité puisque je vois apparaître deux solutions solides. De même pour le zirconium bêta, c'est-à-dire lorsque vous êtes à une température comprise entre 1136 et bien sûr la température de fusion,
Eh bien, c'est la même chose. Quand vous avez du vanadium pur et que vous rajoutez ce zirconium bêta, eh bien, vous êtes dans le domaine d'une solution riche en vanadium, c'est-à-dire qui contient du zirconium, mais qui en contient, bien sûr, de façon, c'est partiellement miscible, non totalement miscible, puisque à partir, par exemple, d'une certaine composition, vous voyez apparaître deux solides. Donc c'est pour ça que ce n'est pas totalement miscible. Donc la présence de la courbe de miscibilité, d'accord, signifie que vous avez une miscibilité partielle des deux formes de zirconium dans votre vanadium. Maintenant, regardons la miscibilité du vanadium dans le zirconium. Alors bien sûr, nous devons regarder le zirconium alpha. Si je prends mon corps pur zirconium alpha et que je veux rajouter du vanadium, eh bien je vois que je n'ai pas de courbe de miscibilité et votre zirconium n'accepte pas du tout hein, aucune petite, aussi petite soit-elle, hein, de quantité de vanadium. Il reste pur. Donc votre vanadium n'est pas miscible dans le zirconium alpha. D'accord? D'ailleurs, vous voyez que vous avez absence de courbe de miscibilité. Alors que, donc, si nous sommes d'accord, alors que pour le zirconium donc bêta, on a donc présence d'une courbe de miscibilité, c'est-à-dire que si vous prenez votre zirconium bêta ici, vous lui rajoutiez un peu de vanadium, donc vous vous déplacez dans ce sens, eh bien vous pouvez avoir une solution solide riche en zirconium, d'accord? C'est-à-dire dans laquelle il y a un peu de vanadium. Donc le vanadium solide est partiellement miscible dans le zirconium bêta, partiellement parce que bien entendu, à partir de cette courbe, vous allez voir apparaître deux différentes, c'est-à-dire qu'à un certain moment, votre vanadium ne peut plus être miscible dans le zirconium, c'est pour ça que vous voyez apparaître votre deuxième solide. Bien. Alors, intéressons-nous maintenant au fameux palier d'équilibre. Alors, en fait, vous remarquez sûrement que vous avez trois paliers d'équilibre ici, n'est-ce pas? Alors, vous avez les deux premiers paliers qui concernent le liquidus. Hein, je vous l'avais dit, d'où proviennent ces paliers-là? Ils proviennent du fait que vous avez un point péritectique, c'est-à-dire que votre liquidus a changé de courbure, et un point eutectique, c'est-à-dire que votre liquidus a changé de direction. Et puis il y a un troisième palier qui ne concerne pas du tout le liquidus et qui ne vous concerne pas. Donc il est hors programme ce palier. Pour ceux qui ont rencontré le terme d'eutectoïde, eh ben, il s'agit de ce palier-là. Ce n'est pas dans le programme. Hein. L'eutectoïde n'est pas dans le programme, donc vous comprenez pourquoi je n'ai pas vraiment indexé ce domaine, je n'en ai pas beaucoup parlé, et d'ailleurs dans votre concours, on ne vous en parle pas du tout. Hein. Donc, on ne va s'intéresser qu'aux deux paliers péritectique et eutectique. Alors, comment s'écrit l'équilibre péritectique et comment s'écrit l'équilibre eutectique? Le palier péritectique, tout le palier, hein, c'est l'équilibre à chaque niveau de ce palier, c'est le même. Il s'écrit toujours de la même manière. Au cours d'un refroidissement, c'est toujours un liquide plus un solide. Tous les deux donnent un solide. Le liquide refroidi, donc cristallise en C1, et au cours du refroidissement, vous avez un changement d'état, une transformation du solide riche en vanadium en composé intermédiaire. Si vous faites un chauffage, eh bien, pour le chauffage, ça s'écrit toujours de la même façon, c'est-à-dire c'est un solide qui donne un solide et le liquide. Donc en chauffant, ce composé va se décomposer hein, en solide riche en vanadium et il va aussi fondre en même temps. Donc les équilibres péritectiques s'écrivent toujours de la même façon. D'un côté de l'équilibre, vous avez liquide solide et de l'autre, vous avez solide. Alors que le palier eutectique, lui, s'écrit d'un côté, vous avez le liquide et de l'autre, vous avez deux solides. Si c'est un refroidissement, le liquide cristallise en deux solides. Si c'est un chauffage, vos deux solides fondent
en liquide. Donc voici la différence entre les deux paliers. D'accord? Et c'est très facile à voir. Pour le palier péritectique, vous voyez que vous avez liquide solide. Qu'est-ce qui se passe après? Vous voyez apparaître un deuxième, votre deuxième solide. Pour l'équilibre tectique, si je regarde ici, vous avez un liquide solide et à la fin, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez toujours votre solide et votre composé indéterminé. Donc, deux solides. D'accord? Donc, il faut retenir ce deux types d'écriture. Premièrement, il faut absolument reconnaître le palier péritectique et le palier eutectique. Je vous l'ai dit, c'est le liquidus. Vous regardez la forme du liquidus. Le palier péritectique, d'un côté, vous avez un liquide et un solide, de l'autre, vous avez un seul solide. Pour le tectique, d'un côté, vous avez un seul liquide et de l'autre côté, vous avez deux solides. Donc, terminons avec la courbe d'analyse thermique qui nous permettra de revenir d'ailleurs plus en détail sur ces paliers s'ils vous posent encore des problèmes. Et il s'agit donc de refroidir un mélange à 40% de zirconium de 1800 Kelvin à 1200 Kelvin. Alors, première chose à faire, c'est de bien représenter vos axes avec le titre des axes, hein, température, temps, attention. Vous avez des points en moins si vous ne marquez pas le titre de vos axes. Alors, on y va. Nous sommes à 1800, donc dans le domaine liquide, d'accord? Et nous allons refroidir. Alors, nous nous arrêtons que quand on rencontre un obstacle. Donc, à partir de cette température-là, c'est-à-dire à partir de 1700, nous rencontrons un premier obstacle. Donc, de 1800 à 1700, c'est le liquide qui refroidit. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pour savoir ce qui se passe au niveau de ce point, parce que c'est ce qu'on vous demande, hein, de décrire les changements d'état. Donc, pour savoir ce qui se passe en ce point-là, eh bien, regardez après ce point. C'est plus simple. Donc, qu'est-ce que vous aviez avant ce point? Avant ce point, vous aviez du liquide. Après ce point, si vous avez bien indexé, bien sûr, votre diagramme, vous avez du liquide plus la solution riche en vanadium. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce point? Eh bien, en ce point, vous devez faire apparaître vos premiers cristaux de vanadium, de solution riche en vanadium. Et donc, après, vous êtes dans le domaine biphasique. Donc, votre liquide et votre solution riche en vanadium refroidissent jusqu'à rencontrer un autre obstacle qui est le palier péritectique à 1575. Alors, palier péritectique veut dire que vous êtes dans un domaine triphasique. Donc, vous aviez déjà deux phases, le liquide et la solution riche en vanadium. Vous devez rajouter la troisième phase. Quelle est cette troisième phase? Donc, mettez-vous un petit peu après ce petit point, hein, après le palier, pour regarder quelle est la phase qui est apparue. Et c'est bien sûr le composé intermédiaire. Donc, vous avez apparition ici du composé intermédiaire. Donc, vous voilà avec votre palier triphasique. Vous avez les trois phases ensemble, mais l'équilibre péritectique s'écrit toujours de la même manière. Donc, vous aviez un liquide et un solide, puis ce sont les deux qui donnent naissance au composé intermédiaire. L'un par une cristallisation et l'autre par une transformation d'un solide à une autre, une reconstruction, reformulation cristallographique hein, des deux solides. C'est aussi un changement d'état, hein, ce n'est pas une réaction chimique ici. Hein. Bien. Alors, ensuite, bien sûr, on va quitter ce plateau. D'accord? Si on quitte le plateau, le palier péritectique, il faut éliminer l'une des phases. Alors, c'est soit le liquide qui va disparaître, soit la solution riche en vanadium qui va disparaître au cours du refroidissement. Donc, vous regardez qu'est-ce que vous avez après ce palier. Vous avez le liquide plus le composé intermédiaire. Donc, ce n'est pas le liquide qui a disparu, c'est la solution riche en vanadium qui disparaît ici, les derniers cristaux qui disparaissent. Donc, ces deux phases, liquide plus C1, vont refroidir
jusqu'à rencontrer un autre obstacle qui consiste en palier eutectique. Donc, quand on entre ici dans le palier eutectique, qu'est-ce qui se passe? Nous devons rajouter une troisième phase. Vous aviez du liquide EC1, d'accord? Et vous êtes dans le palier. Quelle est la troisième phase à ajouter? Regardez juste après le palier. Eh bien, vous voyez que la troisième phase, c'est le solide riche en zirconium. Donc, vous devez rajouter les premiers cristaux riches en zirconium en ce point-là. Et c'est ainsi que vous allez entrer avec 3 phases. La variance est égale à 0. Vous avez un palier. Donc, quand vous avez un palier dans le diagramme binaire, vous devez retrouver les paliers dans la courbe d'analyse thermique. Et ici, bien sûr, vous avez 3 phases en équilibre. Mais l'équilibre pour un eutectique, c'est le liquide qui a donné naissance à vos 2 cristaux. C'est le liquide qui a cristallisé en C1 et en zirconium. Jusqu'à quand on va quitter ce palier, c'est-à-dire qu'il faut éliminer l'une des phases, ici c'est clair, hein, au cours du refroidissement, votre réactif, si j'ose dire, est uniquement le liquide. Donc c'est lui, ici, qui va disparaître à ce niveau-là pour ne laisser que vos 2 solides qui vont refroidir, bien sûr, jusqu'à 1200. Vous vous arrêtez à 1200 Kelvin. Bien, j'espère que j'ai répondu au maximum de questions. S'il reste encore quelques ambiguïtés, si vous voulez une autre vidéo explicative des points qui sont encore ambigus, n'hésitez pas à m'en faire part. Et à tout de suite pour la deuxième partie de cette séance de révision numéro 3.